a survivor. We're gonna fly away. There will be another day and people won't be afraid. Rebonjour mesdames et messieurs. Ravi de vous voir, vous revoir pour cette table ronde consacrée à la réglementation en faveur de la protection de l'environnement. Est-ce qu'elle permet, cette réglementation, de transformer une filière industrielle vers un modèle d'affaires plus durable? Vous le savez, hein, face aux enjeux environnementaux, les entreprises doivent repenser leur modèle pour intégrer une stratégie bas carbone alignée sur les accords de Paris. La transformation ne se limite plus à la réduction des impacts négatifs, elle s'ancre désormais dans le cœur des modèles économiques. Comment adapter ces modèles? Quels repères sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions? Autant de questions clés qui seront abordées lors de cette conférence. Un certain nombre d'entreprises, plein d'entreprises se les posent. On a décidé de concentrer notre regard cet après-midi sur le retour d'expérience de l'entreprise Konica Minolta Business Solutions France. Vous les connaissez forcément de nom, hein. Ils sont experts en systèmes d'impression, solutions documentaires et intégration de services informatiques avec les représentants de Konica Minolta, mais aussi de toute la filière dans laquelle s'inscrit cette entreprise. Nous allons collectivement nous demander si c'est une bonne idée de privilégier, par exemple, la transition vers le tout digital au détriment du papier pour trier le bon grain de livret, faire la guerre aux idées reçues. Merci d'accueillir sur scène à mes côtés Monsieur Laurent Bourgito-Guillard de l'Institut du numérique responsable, il en est le délégué général. Guillaume Grigaud est avec lui, directeur général de PEFC Territoire. Yann Lemoux, directeur de Two Sides France. Et enfin, Jonathan Leva, le président et directeur général de Konica Minolta Business Solutions France. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sait tout de suite où est l'équipe de Konica Minolta Business Solutions France. Ah si, Jonathan, vous avez des fans, hein, je peux vous rassurer là-dessus. Merci messieurs d'être avec nous à Bordeaux cet après-midi pour discuter effectivement réglementation, filière papier, impact de notre consommation de papier sur la santé des forêts, impact aussi numérique du digital, même si c'est un sujet qui a déjà été un peu abordé hier lors d'une autre table ronde consacrée à l'intelligence artificielle. C'est vraiment intéressant de partir du cas vécu par Konica Minolta. Merci Jonathan Leva d'être avec nous et de nous avoir soumis d'ailleurs cette proposition de conférence. Elle va permettre d'explorer des aspects particulièrement intéressants et qui vont plus loin finalement que le questionnement de votre entreprise, mais qui peuvent vous concerner toutes et tous dans la salle. Pourquoi, on va peut-être commencer par poser ce cadre-là, Jonathan, pourquoi Konica Minolta s'interroge aujourd'hui sur l'impact carbone de la consommation de papier de ses clients et de la fabrication des imprimantes que l'entreprise met en place chez eux? J'ai envie de dire, ça sent un peu le scope 3, ça. Je me trompe ? Il y a un scope 1, 2, 3, effectivement, surtout 3. Bonjour Nathalie, bonjour messieurs, bonjour à tous. Parce qu'aujourd'hui, on vit une période assez inédite. La prise de conscience sur le réchauffement climatique est généralisée. Et donc, on voit tout un tas d'acteurs, de projets, d'initiatives s'est multiplié. Et avec cette multiplication, on voit aussi tout un tas d'informations, des données s'est multiplié. Il devient difficile de pouvoir se repérer, de pouvoir savoir finalement prendre les bonnes décisions, puisqu'on a tous un objectif de décarbonisation. Et donc c'est là que Konica Minolta, on se trouve être au cœur de la transformation du modèle économique industriel. On est dans notre filière, on intègre finalement l'industrie du papier, des systèmes d'impression et du numérique. Donc on a un peu ces ponts entre la data imprimée et la data digitale, et donc on essaye d'accompagner, d'éclairer nos clients sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est réellement
d'un univers et de l'autre, et comment est-ce qu'on peut cohabiter et faire cohabiter ces deux modèles que nous, on voit et on projette, même dans un futur à moyen et long terme. Simplement, la question, c'est de le faire d'une manière durable. Quels sont les enjeux, puisqu'on évoquait cette dimension de la réglementation, quels sont les enjeux de la CSRD pour l'entreprise que vous représentez? Il y a évidemment l'enjeu de conformité, donc de mise en conformité. Pour ceux qui le savent, la CSRD peut même faire un peu peur au début, puisqu'il y a un enjeu de reporting, de mise en place d'outils de pilotage, d'indicateurs. Mais je dirais que la CSRD, le vrai enjeu, c'est de faire en sorte qu'elle soit la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'est un projet d'entreprise. Il doit y avoir un projet d'entreprise. On doit s'assurer que la démarche RSE que l'on entreprend dans notre entreprise, elle repose réellement sur des actions concrètes, qu'on fait participer la totalité de nos parties prenantes, nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs, et qu'on ne reste pas justement en surface. À la fin, la mise en conformité doit être simplement la matérialisation de ce qu'on a déjà entrepris. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous n'avez pas attendu la mise en place de ce contexte réglementaire pour agir. Votre démarche RSE, elle s'est structurée au fil de l'eau depuis quelques années déjà. On peut peut-être en dire un mot. On est dans les années post-Covid, donc il y a 4 ans, quand on a structuré cette démarche. On est parti de 2 postulats qui sont aujourd'hui nos piliers. Le tout premier, c'est qu'on y croit. Donc c'est d'avoir la conviction avant la contrainte. J'y crois, l'équipe de direction, mes managers J'y notamment. crois et j'ai envie de le faire, conviction et volonté. Avant même d'être contraint, c'est d'abord la croyance au fait qu'on a un rôle à jouer et que si on atteint nos objectifs de l'accord de Paris, on aura déjà apporté notre pierre à l'édifice et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et c'est une démarche qui monte en puissance avec le temps. Le marché est en train de, je le disais tout à l'heure, la prise de conscience, elle est là, que ce soit aussi au niveau de la commande publique, des acteurs privés, de vous tous en tant qu'individus. On est de plus en plus challengés par nos clients. On est content de voir qu'il y a cette montée en maturité et en exigence dans tout l'écosystème. Et l'autre pilier, c'était au début, c'était pas si simple que ça, je le partage en toute transparence avec vous, de se dire il faut allier cette responsabilité RSE avec la performance économique. Puisqu'en fin de compte, on reste redevable d'un résultat sur notre compte d'exploitation et de notre bilan vis-à-vis de nos actionnaires. Ça reste la réalité encore en 2025. Et pour autant, les années qu'on a traversées déjà nous rassurent, on en parlera tout à l'heure, sur le fait qu'on est capable d'allier ces deux mondes. Allez, merci beaucoup Jonathan Léva pour cette introduction. Je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis 2 minutes, c'est vous demander de réorganiser un petit peu l'espace, parce qu'en fait, quand Jonathan me parle, je vois pas Yann, je vois pas Guillaume, et ça m'embête un petit peu. Voilà, ouais, non, mais non, alors attention, parce que là, vous êtes en train de tourner le dos à la salle, c'est juste un petit arc, c'est parfait. En plus, vous êtes beau comme tout, donc ce serait vraiment dommage, que je m'en prive. Voilà, merci, désolé pour ce petit moment de réorganisation de scène, mais c'était important pour moi et peut-être aussi du coup pour vous. Yann Lemou, on va questionner avec vous l'évolution de l'impact carbone de la filière papier. Je vous ai présenté tout à l'heure comme le directeur de Two Sides France. Un petit mot quand même sur cette structure qui est peut-être pas très connue des personnes qui sont dans la salle. Elle a été créée en 2008, juste après, vous m'avez dit au moment de notre entretien préalable, juste après le pic d'usage du papier. C'était un moment clé, une sorte de croisée des chemins pour les acteurs de la filière. Alors, on va allumer le micro de Yann Lemou. Surtout, ne touchez à rien. La régie n'aime pas ça. Retestez. Alors prenez l'autre, c'est pas grave, il y en a suffisamment à se partager. Voilà. Allez, oui, top. alors, non, je suis bien assis, j'ai un micro, je vais pouvoir vous répondre. On est bon. Merci de cette invitation. Oui, Two Sides, c'est comme le nom l'indique, c'est d'origine anglo-saxonne. C'est une structure, une association qui réunit l'ensemble des acteurs économiques de la filière du papier, donc les producteurs de papier, les transformateurs, les imprimeurs, les producteurs d'encre, les éditeurs. On essaie d'être les plus larges possibles. La logique étant pour nous d'informer sur la performance environnementale du papier. Vous l'avez dit, ça a été créé en 2008 parce que 2008 a été juste après le pic de décroissance de l'usage du papier.
il y avait à peu près 50 millions de tonnes de papier consommé en 2005, et depuis, on est arrivé à un petit peu plus de 20 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on a perdu la moitié, voire plus, liés à ces changements d'habitude, qui sont incontestables, mais aussi à un mot magique, et qui pour moi est un très bel exemple de greenwashing, qui est celui de la dématérialisation. Et c'est pour ça que la filière a voulu donner des informations, pas remettre en cause l'usage du numérique parce que ça n'a pas de sens, mais donner des informations pour permettre de faire les bonnes comparaisons et faire les bons choix en connaissance de cause, et puis éviter les allégations qui sont parfois un petit peu trompeuses sur le papier et les forêts, etc. Je peux d'ores et déjà vous dire que Laurent Bourgito-Guillard de l'Institut du numérique responsable est tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire en matière de greenwashing. Voilà, on lui donnera la parole tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire avec vous l'état des lieux de l'impact carbone de la filière papier aujourd'hui, et puis regarder un petit peu dans le rétroviseur pour mesurer le chemin parcouru, oui, en forme de trajectoire? L'impact carbone de l'industrie du papier, parce que quand on parle de papier, il y a toute la partie transformation, impression, etc. Mais finalement, l'essentiel des émissions de carbone du papier, c'est lié à la production, parce que c'est énergivore, vous avez besoin de vapeur pour sécher le papier, la pâte à papier qui est essentiellement composée d'eau, et donc lorsque vous avez une bobine, pour arriver à cette bobine, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Les émissions de l'industrie du papier, au niveau européen, c'est moins de 1% des émissions industrielles, donc c'est en soi assez faible. Et il se trouve en plus que depuis 2005, au niveau de l'industrie du papier global, donc ce papier graphique, le carton, etc., ces émissions ont été divisées par 2. Alors, il y a 2 raisons derrière ça, une bonne et une un peu moins bonne. Celle qui est un peu moins bonne, c'est celle que j'évoquais, c'est la réduction des usages, donc beaucoup moins de papier consommé, donc beaucoup moins d'émissions parce qu'il y a moins de production. Et la deuxième, c'est aussi l'amélioration de la performance énergétique, de la performance carbone et énergétique de l'industrie. Donc c'est l'investissement de des chaudières biomasse, ce genre de choses, l'optimisation des procédés aussi qui ont permis de réduire les émissions de carbone. Mais peut-être 2 points pour affiner sur ce sujet-là. L'un, c'est le côté écologique du papier au sens où il est biosourcé. Et ça, c'est important parce que dans le procédé de papier de base, on produit du papier à partir du bois, et une partie du bois sert à produire l'énergie qui est utilisée par l'usine papetière. Donc c'est aussi l'idée que finalement un matériau vierge peut être parfaitement et performant d'un point de vue carbone parce qu'il utilise une partie de sa matière première pour produire l'énergie qui est nécessaire à sa production. Forme de circularité. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Le deuxième point, peut-être sur le carbone qui est intéressant, c'est l'angle ACV. C'est pas les émissions de carbone de l'industrie dans son ensemble, mais l'impact carbone du papier, scope 1, scope 2, scope 3. Et ce qui est intéressant dans les évolutions récentes, c'est que l'on voit avec l'évolution du numérique que l'on ne peut plus dire que le papier est plus polluant dans l'absolu que le numérique. Il y a des ACV qui ont été produites par la Poste pour différents scénarios, le courrier de gestion, les prospectus, les journaux. Il y en a une aussi plus récente sur les prospectus papier versus numérique produite par l'ADEME, qui montre bien que selon les indicateurs, vous pouvez avoir un bilan environnemental qui est meilleur pour le papier et moins bon pour le numérique, ou l'inverse. Et donc plus personne ne peut dire que le numérique sera mieux a priori, ce qui nécessite donc de faire ce qu'on doit faire en matière d'écologie d'entreprise, c'est des ACV, des mesures, et établir des scénarios précis pour voir dans quelle mesure le papier ou le numérique est utilisé et faire le bilan réel. Ça fait vraiment, enfin, ce que vous venez de faire là, ça fait vraiment partie de l'ADN de Two Sides France. Hein. C'est vraiment l'idée de démonter les idées reçues autour du papier pour informer. Vous êtes d'ailleurs l'auteur, alors c'est peut-être un ouvrage collectif, hein, vous me direz, d'une publication qui s'appelle Mythes et réalité. Démontons-en quelques-unes ensemble, oui. Au-delà de ce que vous venez déjà de partager avec nous. Qu'est-ce qu'on pense du papier ? Qu'est-ce qu'on pense tous du papier qui n'est pas vrai ? Oui, c'est vrai que c'est la raison d'être d'origine de Two Sides, qui était d'informer sur la performance environnementale du papier, au sens où on veut donner des informations qui sont sourcées et
issus d'organismes de référence, ça peut être la FAO, ça peut être l'ADEME, ça peut être Eurostat, pour donner les chiffres effectifs de l'empreinte et de l'impact environnemental du papier. Et c'est intéressant d'ailleurs comme cas d'école de changement des modèles d'affaires, parce que effectivement il y a énormément d'idées reçues. Et la première, c'est la plus souvent que l'on entend quand on reçoit des factures, on nous dit passer à la facture numérique pour sauver les arbres. Cette info, elle est fausse, parce qu'on ne coupe pas un arbre pour faire du papier. Recevez votre ticket de caisse dans votre boîte mail. Le ticket de caisse, on nous a parlé de ça aussi à propos des prospectus, à propos des quantités d'usage du papier qui sont attaqués les uns après les autres, mais avec une mauvaise compréhension et de connaissance du papier. Il y aura une intervention plus pointue, je pense, juste après, mais c'est vrai que l'arbre, au départ, elle va être coupé, ça c'est une réalité, mais elle va être coupée plutôt pour des usages à haute valeur ajoutée, le bois d'œuvre, la construction, et paradoxalement, la construction bois est considérée comme quelque chose de très vertueux et positif. Pour l'environnement. Guillaume Grigaud nous expliquera dans quelques instants, d'ailleurs. Et à partir du moment où vous coupez un arbre, vous le mettez dans une scierie, vous avez des copeaux, des chutes, et ça, c'est récupéré par l'industrie papetière. Et si l'industrie papetière ne l'utilise pas, l'arbre, il va pas avoir une autre vie. Ces déchets de bois vont être utilisés pour faire de l'énergie. Donc il aura un autre usage de toute manière. Il y a aussi ce qu'on appelle des coupes d'éclaircies, c'est des arbres pas très bien formés qui vont être coupés aussi parce qu'il faut dégager un peu la parcelle, permettre aux autres de mieux pousser. Ils seront coupés de toute manière et donc on les valorise et on valorise des sous-produits de l'industrie du bois. Et l'autre source pour faire du papier, c'est le recyclage et le taux de recyclage du papier, il est de 76%. Je crois qu'il y a assez peu de matériaux qui atteignent des niveaux de recyclage aussi élevés. C'est quand même une performance remarquable. Et entre les approvisionnements responsables, 60% de l'énergie issue de la biomasse, j'en parlais tout à l'heure, un taux de recyclage de 76%, moi j'ai tendance à dire que le papier est un cas exemplaire d'économie circulaire et qui est en réalité à l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent quand on leur tend un micro dans la rue. Oui, c'est ça. Donc, entre les idées reçues, les fausses bonnes idées, les idées toutes faites, on sent que l'ignorance, finalement... on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un vrai cas de figure. On comprend que l'idée, c'est de dézoomer, à travers le travail que vous faites, de dézoomer pour prendre l'ampleur du sujet et faire les bons choix. En tout cas, c'est ce que vous aidez les acteurs de la filière à faire. On va continuer. Merci pour cette première prise de parole. Yann Lemot va continuer à explorer ce sujet et ce questionnement impulsé par Konica Minolta Business Solutions France avec une question en apparence simple, une réponse qui est peut-être un petit peu plus complexe. On a commencé à tracer le chemin là en écoutant Yann Lemot. Guillaume Grigaud, directeur de PEFC Nouvelle-Aquitaine et depuis peu PEFC Territoire, et ça fait partie des choses qu'on pourra discuter ensemble parce que ça joue dans la pièce, j'ai envie de dire. Est-ce que la consommation de papier met aujourd'hui en danger les forêts françaises ? Donc, merci effectivement pour cette question, merci pour cette invitation. Effectivement, PEFC, vous avez déjà pas mal explicité la gestion forestière. Moi, je vais vous expliquer en quoi PEFC est un outil justement qui permet de prouver tout ça, d'attester tout ça et de certifier tout ça. Effectivement, je suis depuis 25 ans directeur de PEFC Aquitaine et puis Nouvelle-Aquitaine et tout récemment directeur de PEFC Territoire qui va regrouper l'ensemble des PEFC en France. C'est quoi l'enjeu derrière la fusion des associations ? C'est un vrai enjeu de repositionnement en fait, de PEFC, de re-questionnement de l'ensemble de nos valeurs et de savoir qu'est-ce qu'on veut pour les 20 prochaines années de PEFC. PEFC, ça a 25 ans aujourd'hui. Alors on peut dire que c'est une vieille association, mais en fait, vis-à-vis de la vie d'un arbre, c'est très court. Avec nos petits bras, comme on dit, on a déjà fait beaucoup, mais on a envie de faire encore mieux. Et on avait aussi envie de crédibiliser et d'harmoniser beaucoup nos process et notre façon de travailler en France, puisqu'en fait, c'est un système international, national et puis régional. Mais après tout, le consommateur, quand il a envie, comme aujourd'hui, d'avoir son petit gobelet certifié PEFC, donc merci d'avoir fait... Voilà, ça m'a coûté un petit peu cher. Rien, mais je transmettrai. Voilà. Ouais. Le petit gobelet est certifié PEFC, c'est toujours agréable. Le consommateur, quand il a ce gobelet, il a envie d'être rassuré en fait, sur ce que ça veut dire et surtout d'être rassuré sur ce qu'on fait sur le terrain. Alors, je suis plus souvent en chaussures de randonnée, bottes, casque, pour aller sur le terrain, voir justement comment ça se passe, la gestion forestière.
Donc j'ai sorti le costume exprès aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est tout à notre honneur et on vous remercie. Non mais voilà, donc PFC s'est posé des questions il y a 2-3 ans en se disant il faut absolument qu'on s'harmonise. Et on avait un vrai problème aussi, alors ça c'est interne, hein, de ressources humaines, c'est que quand les structures sont trop petites, bah, au bout d'un moment vous n'avez pas de capacité à proposer des évolutions au personnel et on perd les compétences. Bien et au sûr. bout d'un moment, reformer des vrais techniciens forestiers capables d'auditer sur le terrain. Faire des Et au contrôles. moment où il y a tant d'enjeux sur la table, c'est nécessaire Voilà, aussi ça- de renforcer et paraissait d'harmoniser indispensable. la certification, on l'a compris. Quelles sont les réalités de la gestion forestière en France et peut-être si vous avez envie de dézoomer un peu en Europe, on a déjà commencé à esquisser 2 ou 3 éléments intéressants. Là, en écoutant Yann Lemou tout à l'heure qui nous expliquait que les premières éclaircies faites sur un arbre servaient à faire du papier et que tout ça était normal et qu'il fallait pas s'en inquiéter. Je caricature un peu, hein, mais je vous laisse porter la parole du spécialiste. Non, tout à fait. Je vais dire qu'on peut tout faire avec le bois et la forêt, tant que c'est certifié PEFC, évidemment. Et surtout rappeler que le matériau bois, c'est une des seules ressources naturelles éternellement renouvelables. Hein. Je veux dire, ça pousse tout seul, entre guillemets. La forêt ne peut ne pas avoir besoin de nous. Après, il y a plein d'idées préconçues et malvenues sur la forêt, hein, comme que la forêt appartient à tout le monde, par exemple, aussi. Ça, c'est des choses... et c'est encore moins vrai dans notre région, où 90% de la forêt est privée. Appartient à des gens comme vous et moi. La forêt publique représente peu de choses. Quand vous pénétrez en forêt, vous pénétrez chez un propriétaire forestier qui est chargé de gérer selon la réglementation cette forêt. Et effectivement, on a besoin de toutes les étapes de la vie de l'arbre, toutes les étapes de la transformation de l'arbre pour arriver au produit final qu'on peut appeler noble, entre guillemets, hein, qui est accepté comme noble, comme celui qui va servir à faire une maison en bois, comme celui qui va servir à faire un tonneau. On est dans une belle région quand même par rapport à tout ça. Et c'est vrai que autant ça ne nous choque pas d'avoir du vin issu en barrique vieilli en fût de chêne, autant ça peut choquer effectivement de consommer du papier. Et ça, c'est vrai que nous, on est là pour expliquer en quoi en fait on a besoin de tous ces process, toutes ces étapes, mais il faut bien les faire. Et c'est le rôle de PFC et on s'est lancé au départ à l'initiative de la filière et des ONG. Il faut savoir que PFC, c'est assez... novateur dans la façon de travailler, c'est qu'on met tous les professionnels autour de la filière, donc du propriétaire forestier jusqu'au transformateur, et on ajoute une petite composante pour mettre un peu d'ambiance quand même, parce que sinon c'est pas drôle, on ajoute les usagers de la forêt. Donc dedans, vous avez les écologistes, dans le sens noble du terme, hein, positif du terme, vous avez les parcs naturels régionaux, vous avez les pompiers, vous avez le département, vous avez les randonneurs, voilà, tous ces gens-là autour de la table qui ont un avis à donner sur la gestion forestière. Il faut faire accepter, il faut faire travailler déjà tout ce monde-là en même temps. J'en oublie un qui est assez sympathique, c'est les chasseurs aussi. Vous mettez un propriétaire, un exploitant et un chasseur autour de la table. Un bon ou un mauvais chasseur? Voilà, vous lancez un petit sujet, vous pouvez revenir 2 heures après. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup avancé. Le boulot de PFC, c'est de faire avancer tous ces gens-là autour de la table pour définir notre cahier des charges. Bon, alors du coup, j'en reviens à la question que j'avais posée initialement et qui est voilà, le cœur de notre discussion. La consommation de papier met-elle aujourd'hui en danger les forêts? Non. Pour répondre à Jonathan Léva. Pas du tout. Et d'ailleurs, nous, on est utilisateur de Konica. On n'a pas fait exprès, hein, mais on travaille depuis longtemps avec Konica et on utilise les 2 solutions. En fait, on utilise autant la partie impression que la partie numérisation. On a numérisé l'ensemble de nos dossiers. En Nouvelle-Aquitaine, PFC, par exemple, aujourd'hui, c'est plus de 8000 adhérents. Voilà, donc vous imaginez en termes de gestion de documents, on n'est que 5 personnels, hein, 5 personnes en région. Donc ça fait beaucoup de papier à manipuler. Il y a un moment, on s'est posé la question de la numérisation. Donc on a fait appel au service de Konica. Mais donc on est aussi très partisan du papier parce que, encore une fois, si on n'a pas cette étape-là, on n'a pas les étapes d'après. Parce que c'est toute une chaîne. C'est une chaîne de transformation avec des valorisations à des étapes différentes. Et aussi parce que ça fait du bien à la forêt. Évidemment, il ne faut pas surconsommer, c'est toujours pareil, mais quand vous, effectivement, vous faites une éclaircie, quand vous faites un balivage, un certain nombre de techniques en forêt, vous permettez, du coup, derrière, aux plus beaux arbres, plus belles essences, à la régénération de venir. Il y a des essences de lumière, il y a des essences d'ombre, enfin voilà, ça Ouais. En revanche, il y a d'autres menaces qui pèsent sur la forêt, notamment ici en Nouvelle-Aquitaine. Quand on a discuté tous les deux en amont de la table ronde, vous me disiez en 10 ans, on a perdu la moitié du massif sur pied ici dans la région et il faut 40 ans pour faire pousser un pin maritime. Donc on mesure aussi ce temps long dans lequel s'inscrit la réflexion. Qu'est-ce qui menace, si ce n'est pas notre consommation, l'état de santé de la forêt de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui? Tout ce qui va être un peu exogène à la filière forêt, parce que on est dans un espace naturel, donc on est soumis aux aléas climatiques. Avec quand même une donnée qui est importante par rapport à d'autres filières, notamment la filière agricole qu'on peut connaître, c'est on a un pas de temps très long, effectivement, de production.
Autant un agriculteur, en fait, malheureusement, il perd sa culture, mais l'année d'après, elle peut revenir. Autant un propriétaire forestier, c'est ce qui s'est passé entre les deux tempêtes, 99 et 2009, quand vous avez la moitié quasiment de la ressource en résineux de la région qui est par terre, il faut 40 ans pour la reconstituer. C'est comme si du jour au lendemain, votre livret A il était à zéro, qu'on vous donne 50 € pour les réouvrir, et puis on se retrouve dans 40 ans pour voir avec les intérêts si vous avez reconstitué. Mais en attendant, c'est de la ressource en moins pour les propriétaires, parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui doit rapporter, et de la ressource en moins aussi pour les industries. Parce qu'au bout d'un moment, l'industrie, elle a besoin aussi de faire tourner très régulièrement son entreprise. Rapidement, Yann Lemou, oui, après on entend par rapport au sujet des résineux qui sont tombés par terre, pour illustrer ce côté économie circulaire. Il y a dans la région Nouvelle-Aquitaine une usine qui produit du papier pour les sacs, oui, Gascogne, et qui utilise justement ces bois qui étaient un peu déclassés, parce que ce qui les intéresse, c'est d'avoir de la fibre de bois, pas forcément des bois de très très belle qualité. Et donc, ils ont fait un peu la voiture balai pour débarrasser ce bois qui était un peu perdu pour les usages plus nobles. Donc, une illustration de valorisation par la filière papetière. Ouais, et je compléterais, heureusement qu'on avait cette industrie, parce que dans d'autres régions, vous avez d'autres dégâts, notamment des infestations sanitaires. Avec en Grand Est, par exemple. En Grand Est, par exemple, vous avez les scolites qui sont en train de ravager beaucoup de forêts de résineux. Ils ont un outil industriel important, mais peut-être un peu moins important que chez nous. Et quand vous n'avez pas ces débouchés pour ce type de bois-là, malheureusement, ils restent sur pied. Ils ne sont pas exploités, ils ne sont pas ressortis, et donc la forêt n'est pas régénérée. C'est posé la question au moment des incendies, il y a 2 ans. Là aussi, malheureusement, incendie criminel et accidentel, parce qu'il y en a eu 2. Et on s'est rendu compte qu'heureusement, on avait cette filière, notamment cette filière papier, papier écriture ou papier craft, pour effectivement écouler ces bois-là. Voilà, donc effectivement, c'est un ensemble. On est vraiment une filière structurée, et en Nouvelle-Aquitaine, encore une fois, on a la chance, et en France, de façon globale, d'avoir toutes les filières de transformation. Ça, c'est très important. Voilà. Laurent Bourgito-Guillard, vous ne vous êtes pas encore exprimé. Vous allez le faire maintenant. Vous êtes le délégué général de l'Institut du numérique responsable. Vous allez nous aider à répondre à la question qu'on a déjà déflorée depuis hier. Le numérique est-il une alternative vraiment verte ? La question est plutôt... Enfin, je n'aurai pas la réponse, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que le numérique, aujourd'hui, il est perçu comme étant écologique. Parce que ce qu'on a abordé, il apporte la dématérialisation. Donc, dans l'imaginaire collectif, on se dit que moins de papier, c'est mieux. On va éviter des déplacements avec post-Covid, et puis pendant le Covid, toutes ces visioconférences, etc. Mais on s'est dit, tiens, on voyage moins, on bouge moins, on prend moins l'avion, etc. Donc, il y a des impacts assez importants. La technologie amène des algorithmes qui vont permettre de pouvoir à tout un chacun gérer tel ou tel objet en domotique. Des villes vont pouvoir utiliser des algorithmes pour pouvoir utiliser des logiciels de gestion qui vont leur permettre de pouvoir gérer des outils en ligne ou du hardware qui va permettre de pouvoir optimiser la consommation d'énergie. Et on voit aussi également arriver de plus en plus de tendance à trouver des moyens de trouver une seconde vie, à faire du recyclage de produits ou de l'extension de vie. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est pas réellement le cas. Parce que derrière, il y a des effets de rebond. Des effets de rebond qui sont surtout sur tout ce qui a amené cette optimisation, on va dire, de la technologie, transforme cela en une augmentation de la consommation. Ouais, vous pouvez donner un exemple concret pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, le chiffre de 4,4% de 4,4% pardon qui a augmenté des usages numériques en France. Oui. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que globalement, on n'avait pas pris en considération les différents calculateurs lorsqu'on regarde un petit peu ce que coûte l'impact numérique en termes d'émissions de CO2 en particulier. Et j'allais faire une petite digression. Le numérique n'est pas que le CO2. Il y a les impacts sociétaux, sociaux, environnementaux et humains à prendre en considération. Mais par exemple, lorsque l'on calculait ce que représentait par exemple la création de composants électroniques ou de smartphones, on prenait en considération que sa création, le transport des matières premières, les extractions, etc. Et on ne prenait pas forcément en considération aussi l'usage des services cloud. Au début, on prenait le service cloud uniquement français. Mais on a
on sait qu'on a tous des usages des services cloud qui ne sont pas forcément en France, et on n'est pas dans le calcul de l'impact carbone de ces éléments-là. Et en fait, on voit que c'est finalement les chiffres qui sont sortis il y a quelques années, ou il y a 1 an ou 2 ans, ont été complètement perçus vraiment d'une manière beaucoup trop faible, minorée. Oui. Aujourd'hui, ça explose. Je crois que l'ADEME explique que d'ici 2000, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais on pense que les chiffres de l'explosion des gaz d'effet de serre vont être multipliés par 3 d'ici 2050. On est vraiment sur une exponentialité de cela, et c'est lié vraiment à ces méthodologies de calcul qui ne prenaient pas en considération, d'une part, ces différentes interconnexions qui ont été amenées par ces usages qui ont été démultipliés, parce que finalement, tout ce qu'a amené le Covid en termes d'utilisation, de dématérialisation de services de visioconférence, etc., et ensuite utilisé, on va dire, d'une manière plus globale par les entreprises, l'effet de bord, c'est qu'on a une surconsommation électrique, on a une surconsommation de nouveaux logiciels qui vont taper dans des serveurs excentralisés, les usages de l'IA qui arrivent et qui sont en train d'exploser les compteurs. Vous m'avez dit, le mur, on va le prendre, mais tiens qu'à nous de savoir à quelle vitesse on va se le manger. Ce que je dis, c'est que malheureusement, on sait qu'on va prendre le mur, on va essayer de le prendre le moins vite possible. Et là, ça va être vraiment à chacun d'entre nous de faire vraiment des actions. Les entreprises dans un premier temps, parce que je pense qu'elles amènent, c'est elles qui apportent les services aux utilisateurs, et c'est les utilisateurs qui vont quelque part être les garants de ces services-là. Alors notamment, sur cette question, il y a 2 leviers intéressants à activer et qui sont portés par l'Institut du numérique responsable. C'est d'abord le label. On va en dire 2 mots. Et ensuite, ce Digital Cleanup Day qui vient de se terminer et dont j'aimerais avoir quelques résultats en primeur, si vous voulez bien nous les partager. Mais d'abord, le label. Oui, alors en fait, l'Institut du numérique responsable cherche à vraiment prôner. Alors on dit qu'on est un think and do tank, on réfléchit, on agit, mais des fois on fait l'inverse aussi. On fait un do and think tank. On aime bien agir et voir ce que vont être le Rex. Voilà. Et on articule vraiment toute cette création de communs numériques, d'outils en faveur d'un numérique plus responsable pour chacun sur 3 axes qui sont les 3 P, c'est assez classique, mais le Planet, People, Prosperity est toujours en 3 axes, qui est le comprendre, évaluer, agir. Comprendre, on a une partie sensibilisation, dont on ne parlera pas ici, mais qui permet à tout un chacun de pouvoir être sensibilisé au numérique responsable et de pouvoir se former aux bonnes pratiques et à comprendre aussi dans le monde dans lequel on vit. Et ensuite, effectivement, dans le évaluer, on a des outils qui permettent de calculer on va dire l'empreinte environnementale d'une structure, et on a l'engagement de tout un tas de sociétés qui vont pouvoir demander à être labellisées. Labels que nous avons créés donc, il y a quelques années, qui aujourd'hui comptent à peu près 200 labellisés, qui vont de ministères à des grands groupes internationaux ou à des PME. Et ça, pour nous, le label est un outil qui permet vraiment de prouver qu'il y a un passage à l'action, parce qu'il y a un audit, il y a des KPIs, et les sociétés qui se font labelliser sont ensuite continuellement auditées pour voir si les chiffres continuent à aller dans le bon sens. Et pour moi, c'est un des meilleurs outils aujourd'hui qui permet de pouvoir pousser les sociétés à passer à l'action. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir aussi, on voit de plus en plus dans des appels d'offres, on nous demande de passer la candidature pour être labellisé ou d'avoir une candidature pour une certification numérique responsable. Pourquoi ? Et ça fait plaisir, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que dans des appels d'offres publics ou privés, en fait, le donneur d'ordre demande à ce que les prestataires soient certifiés ou labellisés, ce qui va prouver que quelque part, ils sont engagés dans la bonne direction. Un mot sur le Digital Cleanup Day. Alors, Digital Cleanup Day, nous sommes co-porteurs de ce projet qui est un projet national qui est né pendant le Covid, qui vient de l'initiative du World Cleanup Day France, qui est une association qui permet de nettoyer la planète. Et lorsqu'on s'est tous retrouvés confinés, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas sortir pour aller nettoyer les rues, ou la plage ou autre. Donc en fait, l'idée qu'a eu le World Cleanup Day France, c'est de se dire mais si on faisait ça en termes de digital, puisqu'on est devant un écran, mais on a peut-être des choses à faire. C'est là que l'INR est devenu le partenaire idéal, puisqu'on avait vraiment la combinaison des 2 cerveaux qui permettaient de pouvoir créer ce Digital Cleanup Day. Alors, j'ai pas les chiffres de cette année, puisqu'en fait, ça s'est terminé dimanche dernier. Et nous allons avoir un compte-rendu. Mais c'est vaste, le Digital C'est très vaste. Cleanup Day. Par contre, c'est pas juste nettoyer la boîte mail, c'est aussi rapporter des équipements, des terminaux. Non, on est vraiment super fiers d'être co-porteurs de ce projet, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment un engouement énorme des grandes sociétés et des institutions qui s'emparent du sujet. Vous savez quoi ? On va demander, vous avez travaillé sur le Digital Cleanup Day, vous avez trié vos mails pendant le Digital Cleanup Day. Qui a rapporté
apporté un équipement, qui a... Oui, voilà, il y a quelques mains quand même enthousiastes. Qui s'est dit, allez, je vais quand même un peu nettoyer mes fichiers, Qui a mon petit entendu parler ordinateur. du Digital Cleanup Day ici? Allez, alors... Alors, pour les Alors, Bordelais, la différence, c'est de passer de l'un à l'autre. L'intérêt, c'est de passer de l'un à l'autre. sur la Bordeaux Métropole a créé le mois de la collecte sous l'égide du Digital Cleanup Day. Donc en fait, chaque institution s'est appropriée, c'est ça qui est super important. Et nous, on est un petit peu ceux qui vont instiller l'idée d'eux. Et donc, il y a eu cette année près de 2000 digital cleanup qui se sont faits en France. Il y a 3 catégories. Il y a nettoyer ses données. Mais bon, ça, on va dire que chacun fait ça, c'est sympa. Bon, on nettoie. Alors, données, data center, etc. Mais après, ça permet aussi de comprendre certaines choses à faire. Est-ce qu'il est utile que j'ai 4 backups de mes photos, de mes chats à tel endroit, tel endroit, tel endroit? Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout 1 million de photos sur mon smartphone qui vont être répliquées sur mon cloud? On a également le fait d'aller chercher dans ces tiroirs tous ces devices qui sont en train de prendre la poussière et que l'on peut rendre. Certains peuvent avoir une seconde vie. Et surtout aussi, quelque chose que moi j'apprends tous les jours dans cette asso, c'est ça que je trouve ça c'est pour ça que j'ai l'impression d'être retourné à l'université. Mais finalement, aussi expliquer, montrer qu'on n'a pas besoin de changer forcément d'un ordinateur parce qu'il commence à ramer. On peut changer une pièce, on lui donne 2 ans de plus de vie. Et on sensibilise énormément à cela. Et c'est en cela que le Digital Cleanup Day est une arme non pas d'inverse de destruction, de création massive. Attention. Non, je cherchais le mot inverse, mais il n'est pas sorti. C'est le jour 2 du World Impact Summit. On est tous un petit peu fatigués. C'est normal. En plus, c'est le creux après le déjeuner. C'est juste physiologique. Du coup, question à vous 4. Voilà, comment on trouve cet équilibre entre papier et numérique? Quelles recommandations pour imprimer intelligemment tout en digitalisant efficacement? Qui veut y aller? Je vais justement commencer par dire que, et on le voit à travers cette table ronde avec les experts, que c'est pas si simple. Il n'y a pas une filière qui est noire et l'autre qui est blanc, ou plutôt vert et noir. La réalité est beaucoup plus complexe. Je pense qu'on va rentrer aussi dans les spécificités des clients, des industries et les besoins des uns des autres. Mais voilà, ça me paraît très, très important juste d'insister sur le fait qu'en 2025, les données dont on dispose... Voilà. Et c'est sur base de ça que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes obligé de faire des choix. Et donc, effectivement, ce n'est pas si simple. Et qu'on n'a pas forcément les abacs à jour. Et donc, on pense qu'il y a un côté plus vertueux, alors que ce n'est pas tout à fait d'actualité. Mais du coup, quand même, allez, une recommandation clé, au-delà de ce qu'on a déjà dit, une recommandation clé à la croisée des chemins là, pour imprimer intelligemment, digitaliser efficacement. À faire, à ne pas faire. Do not. Moi, je trouve que c'est un très beau cas d'école sur la transformation des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont très concernées par le papier, pas les grands acteurs industriels, mais les gens du service, par exemple, les banques, etc. Et peut-être la première chose, c'est de faire un vrai bilan environnemental en fonction des usages. On se rendra compte peut-être que le papier est à privilégier plutôt que le numérique. L'ADEME avait fait un travail qui montrait qu'un des paramètres importants, c'est la durée de conservation. Si vous conservez quelque chose longtemps, il vaut mieux le produire une fois et le conserver sans y toucher longtemps, plutôt que d'avoir des serveurs qui vont tourner en permanence et consommer de l'énergie parce qu'il faut stocker les données. Et peut-être un deuxième point qui est dans la catégorie des mythes et réalités, vous pouvez utiliser aussi bien du papier vierge à base de bois que du papier recyclé. Parfois on dit consommation responsable du papier, utiliser du papier recyclé absolument. C'est pas vrai, les deux sont complémentaires. L'usage de papier recyclé peut émettre plus de carbone que le papier vierge, mais consommer moins d'énergie et moins d'eau. Vous voyez, donc le bilan, il n'est pas si simple que ça. Et il se trouve qu'en France, on a peu de producteurs de papier ramette recyclé, plutôt du vierge. Donc il faudrait aller le chercher à 1000 et quelques kilomètres en Allemagne, et donc faire du transport, etc. Donc en termes de recommandations, elle est peut-être un peu paradoxale, mais ne vous forcez pas à acheter du recyclé. Vous pouvez acheter du vierge. Il faut qu'il soit labellisé, qu'il ait des origines tracées, et puis qu'on fasse surtout en sorte que, lorsqu'il n'est plus utile, il soit bien recyclé, collecté et envoyé pour le recyclage. Guillaume Grégo, un do not de votre côté. Moi j'ai 3 propositions. Une pour Konica déjà, il faudrait mettre un petit autocollant sur les photocopieuses marqué Konica préfère PEFC. Comme pour ceux qui ont connu à l'époque Peugeot préfère Total. Pas de pain. Voilà, donc ça mange pas de pain, ça sera toujours bien. Voilà. Sans rigoler, effectivement, moi ça s'est posé la question chez moi avec mes nombreux adhérents et nombreux contrôles. C'est plutôt de quel usage on a besoin est-ce qu'on a besoin d'avoir accès régulièrement à ce dossier et où qu'on soit en France, ou qu'on soit sur le terrain, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut rester au bureau et auquel on accède une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans. Et à partir de là, en fait, c'est un peu le critère qu'on a utilisé chez nous, c'est de se dire quelque chose qui serait répétitif et auquel plusieurs personnes ont besoin d'accéder, il faut le numériser.
Et à ce moment-là, la partie papier peut disparaître. Par contre, quelque chose qui est un peu... qui a une valeur légale aussi, avec des signatures, des choses comme ça. Là, par contre, on conserve les versions écrites. Donc, on a fonctionné comme ça pour réfléchir chez nous. Comment utiliser Konica, mais pas trop, et comment continuer à utiliser du papier, mais pas trop. Voilà. Voilà, on est vraiment au cœur du débat, et merci d'avoir du coup partagé aussi votre retour d'expérience en tant qu'entreprise PEFC Territoire. On est aussi dans une forme d'exemplarité. On voit qu'on s'applique à soi-même les questionnements qu'on amène aux autres. Un petit dernier doudou note de votre côté. Le doudou nut, c'est pas un gâteau, c'est les donuts. C'est pas facile. Non, c'est pas facile à dire. Non, mais c'est très compliqué. Non, si, important. Déjà, adhérer à l'INR, c'est super important. Ça, c'est une petite. Ça fait un autocollant en plus sur la photocopieuse. Voilà. Et attention au greenwashing, non, très important. Important. En tout cas, non. Ce que je dirais, c'est que c'est du bon sens. C'est simplement du bon sens, avoir du bon sens. Utiliser le papier, oui, pour tout un tas de documents dont il est nécessaire d'avoir cette version papier. Si on n'utilise pas le papier et qu'on numérise, utiliser des serveurs qui soient des serveurs verts, qui soient pourquoi pas locaux aussi, puisqu'il y a une question sur la souveraineté des données, sur la cybersécurité, avec ce qui est en train d'arriver en termes de géopolitique. Il faut peut-être faire gaffe à se dire, tiens, j'ai tout mis dans un cloud qui se trouve dans un autre continent, qu'est-ce qui va se passer demain avec? Et puis être raisonné. Si on parle très rapidement juste de l'usage de l'IA, c'est super sympa, le chat ou d'autres, c'est super. Ça. Qu'est-ce que c'est bien? Vous avez un problème avec les chats. Lorsqu'on appuie sur le bouton pour faire une requête, on brûle 1 litre d'eau. Une requête de ChatGPT, c'est 10 fois l'énergie demandée par une requête Google. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser tel ou tel outil de DIA pour savoir, je ne sais pas, quel est l'horaire de mon train? Non, peut-être pas. Donc voilà, c'est un usage raisonné. Alors dans le papier, je ne suis pas un expert. En tout cas, moi, je suis pas. Il est évident que tout sera de l'hybride et de l'usage raisonné de ce pourquoi finalement on en a réellement besoin. Allez, il nous reste 5 minutes pour conclure. Je voulais rajouter quelque chose en plus qui va un peu dans le sens. C'est qu'en plus, effectivement, avec la marque PEFC, vous pouvez aussi privilégier les produits qui ne proviennent pas de l'autre bout du monde. Voilà, juste petite information, quand vous prenez le logo, dessous, vous avez un numéro. Rien qu'avec les 2 premiers chiffres, vous pouvez savoir d'où provient le produit. Voilà. Donc, quand vous avez le 10 devant, ça veut dire que ça vient de la France. Voilà, un petit Donc, tip. Donc, c'est aussi une façon simple de savoir et de favoriser les entreprises françaises. Un petit tip rapide. Vous aviez envie de dire quelque chose, Yann Lemou. Je le sens. Oui, non, c'était par rapport aussi aux enjeux réglementaires. Je sais. Très vite. Très vite, oui. Parce que je trouve que par rapport aux enjeux réglementaires et l'accompagnement des organisations pour aller vers des modèles responsables, le papier est aussi un très bel exemple, en positif et en moins positif. Le positif, c'est la création de ce qu'on appelait les filières REP, responsabilité élargie des producteurs. Donc les clients de Konica, les banques, etc., payent pour les quantités de papier qu'elles utilisent, et ça permet de financer la mise à disposition des bacs jaunes qu'on connaît au quotidien pour collecter et faire tourner la boucle du recyclage. Et ça a permis de développer la collecte, le tri et le recyclage, la performance environnementale du papier grâce à cette réglementation. Après, il y a d'autres réglementations sur lesquelles je suis plus circonspect parce qu'il faut qu'elles soient bien dosées. Oui. Le WePub, par exemple, je sais que ça vous agace. Le WePub, le ticket de caisse aussi, où le législateur justement a une vision un peu segmentée. C'est-à-dire qu'il va cibler le papier comme un support polluant et il ne va pas cibler un usage. Et de fait, si vous regardez les annonces qui ont été faites par la grande distribution, c'est pas moins de prospectus, moins de publicité, c'est une autre publicité basculée vers le numérique. Et là, en général, il y a peu d'informations sur l'impact et on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on manque d'informations, ça évolue très vite et on peut avoir des reports de pollution qui sont pires que ce qu'on voulait régler au départ. Merci pour ce regard qui nous rappelle que c'est pas parce que c'est la loi que ça va nécessairement toujours dans le bon sens. Je vous laisse sur cette réflexion et je laisse la parole pour les quelques minutes qui nous restent avant de conclure à Jonathan Léva. On a évoqué la démarche RSE de l'entreprise Konica Minolta tout à l'heure au démarrage. On a compris qu'elle avait précédé finalement cette obligation réglementaire qui s'impose à vous aujourd'hui à travers les prescrits de la CSRD. Il y a une dimension participative aussi à cette démarche. Ce n'est pas juste une volonté de la direction, il faut que ça infuse dans toutes les strates auprès des parties prenantes aussi, vos clients, vos fournisseurs. Comment on embarque tout un écosystème vers une amélioration de la performance environnementale? Alors, il y a les parties prenantes, je viendrai juste après. Il y a l'écosystème. On est aujourd'hui à un stade où on se rend compte que nos simples actions au sein de Konica Minolta ne vont pas suffire. Et donc, il faut ouvrir le dialogue. Il faut aller chercher justement les acteurs de toute la filière, donc de toute la chaîne. Puisque si ensemble, on se met à travailler dans le même objectif, forcément, on va produire des résultats beaucoup plus efficaces.
au sein de Konica Minolta, donc nos parties prenantes, les clients, les fournisseurs et les collaborateurs, on a mis en place, on a mis à disposition des offres des secondes vie. On participe jusqu'à 75% de réduction de l'empreinte carbone de nos clients avec nos matériels, nos pièces détachées reconditionnées. Quand on revoit un process en interne, donc ça c'est très basique, et ben on rajoute la couche de quelle est la partie au-delà des costs qu'on peut faire diminuer au niveau de notre bilan carbone. Et l'équipe projet s'est mise à travailler en ce sens. Et pour la partie collaborateur, on a mis en place tout un tas de formations, des webinaires, des journées solidarité, donc cette fois-ci sur la partie un peu plus sociale, pour que le collaborateur, sur une plateforme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vendredi, le collaborateur peut donc choisir l'action, l'association, le mécénat auquel il ou elle souhaite participer, se donner de son temps. Je suis fier de voir que plus de 50% de nos collaborateurs y sont inscrits. Et je partage avec vous juste une anecdote. Une clé de la réussite. Pas tout à fait une anecdote, c'est que 5% de nos collaborateurs sont devenus des ambassadeurs de cette stratégie. Donc concrètement, c'est eux qui vont un peu plus loin, qui donnent un peu plus de leur temps sur ce type d'action. Et ça va jusqu'à des dialogues avec les collectivités territoriales, avec le voisinage et d'autres entreprises. Ils nous remontent des infos qui sont tout à fait importantes. Voilà, donc juste vous dire, je ne sais pas s'ils sont connectés, j'espère que c'est le cas. Voilà, que je suis très fier de vous et que c'est avec ce noyau de ce peloton de tête qu'on arrive à transformer donc le reste de la société. Et on le comprend, la machine, elle est lancée. Donc j'ai une question qui me vient à l'esprit parce qu'il y a de l'actualité réglementaire là. C'est vrai que la CSRD, elle a un peu bougé là, elle s'est un peu recalée ces derniers temps. Omnibus, c'est un mot qui est arrivé dans vos journaux, sur les écrans de vos smartphones. Qu'est-ce que ça implique pour Konica Minolta, l'adoption prochaine de cette législation Omnibus? Ça reporte vos obligations, là je parle des obligations réglementaires? Ça peut. Il se trouve, comme je le disais, nous on était déjà prêts pour la CSRD, donc on est prêts, on a les indicateurs, on a les outils, on l'avait anticipé. Je vois plutôt d'un bon œil qui est donc une réglementation un peu plus légère. Parce un peu plus souple. Un peu plus souple. Il y a un côté écologie, oui, bureaucratie, non. Hein, voilà, c'est ça. Donc c'est censé être la promesse du projet Omnibus. Il ne faut pas, par contre, qu'on perde le cap. Malgré l'actualité outre-Atlantique et ailleurs, il ne faut pas que la Commission européenne, il ne faut pas que le gouvernement français lâche. Au contraire, on a tout pour foncer et prendre le leadership sociétal au niveau européen et mondial. Donc il ne faut pas qu'on perde le fond de la loi. Si elle devient plus légère, je pense que toutes les sociétés seront contentes, nous compris, mais le fond doit rester là. Et dans une certaine mesure, ça ne change rien pour vous. Le train est sur les rails et vous continuez avec les mêmes objectifs et les mêmes jalons temporels. Il n'y a pas de remise en cause avec l'arrivée de cette législation Omnibus. Merci beaucoup, messieurs, pour vos contributions passionnantes à cette table ronde qui, j'espère, vous a autant intéressé que moi. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Ça, c'est la team Minolta. Vous l'avez compris, ils sont là depuis le début. Voilà, je vous laisse dans les mains de la personne en charge de la séquence suivante et je vous retrouve tout à l'heure pour une table ronde consacrée au modèle européen à réinventer pour concilier développement industriel et transition écologique, et puis aussi à la séquence conclusive avec notamment la marraine du World Impact Summit 2025, Estelle Lefébure. Bref, à tout à l'heure.